Hey, salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu au titre, on va voir votre classement des films Ghibli parce qu'ils sont sortis sur Netflix, donc ça avait permis d'illuminer notre hiver et d'égayer notre confinement et je me suis dit puisque j'avais prévu de faire une vidéo Top Ghibli, pourquoi pas à l'occasion de leur sortie sur Netflix. En plus, pour mieux faire durer ce plaisir, les bijoux de l'animation japonaises ont été postés par Netflix en 3 vagues, c'est-à-dire qu'on a eu 7 premiers films au niveau du 1er février, 7 autres au niveau du 1er mars et encore 7 autres pour la totalité des 21 films le 1er avril. Donc c'est l'occasion pour les néophytes mais aussi pour les fans de découvrir ou redécouvrir les grands chefs-d'œuvre de Hayao Miyazaki et de son fils et de son compère Isao Takahata. Et pour moi, comme je vous l'ai dit, de faire un top. Et au départ, je me suis dit, je vais faire mon top à moi, mais comme je me suis dit que j'allais faire une petite sélection sur mon blog, puisque je viens de le réouvrir, je me suis dit, pourquoi pas demander votre avis. Donc du coup, sur Instagram, j'ai posté des questionnaires auxquels vous avez répondu, et on va découvrir tout ça ensemble. Et en même temps, je présenterai les films. Filling the lungs inside you, and the blackened eyes make my way into your mind. Just to know what you knew. Restless every time we start locking eyes. Lost control. Oh, it's paradise with a nasty bite out drunk. Premier film, Le Château Ambulant. Alors c'est une libre adaptation du roman Diana Wynne Johnson qui s'appelait Le Château de Hurle et qui, dans Le Château Ambulant, nous raconte la malédiction d'une jeune fille qui est nommée Sophie, qui va être soudainement transformée en vieille dame alors qu'elle doit avoir 18 ans par une sorcière aigrie, la sorcière des Landes. Elle va devoir retrouver le sorcier Haru, ou Oru, je sais plus comment ça se prononce, et elle va devenir sa femme de ménage dans l'espoir de briser un jour le sort dont elle est victime. Du château dont il est question dans le titre, aux nombreux sorts et aux autres transformations qu'il y aura tout au long de ce film, qui d'ailleurs a été, pour son doublage américain, doublé par Christian Bale, un de mes acteurs favoris, passant par une sublime aventure, une grande histoire d'amour, mais aussi un film hanté par les ravages de la guerre et les traumatismes du Japon. On peut dire qu'il s'agit sans doute du plus fantastique des films Ghibli, et pour cause, personnellement c'est mon favori. Et dans les oppositions que j'ai pu faire, je crois que c'est lui qui avait remporté la battle. Quand même, quand tu trouves quelqu'un que tu traques depuis longtemps, tu lui casses la gueule, non? C'est pas tu lui fais son ménage et tu l'encourages. Oh, sur un malentendu, ça peut passer. Calcifer, on en parle du personnage de Calcifer, je suis désolée, mais genre, c'est tellement un super bon personnage. Personnellement, moi je vais le garder pour mon tatouage Ghibli. Il va en faire partie, c'est sûr. Donc je l'avais opposé avec le film Le Château d'Ancien. Je me suis dit les deux châteaux ça peut être super cool comme opposition, de Hayao Miyazaki en 1986. Je crois que c'était la première véritable production du studio Ghibli, même s'il n'est sorti en France chez nous que 17 ans après, soit en 2003. En gros, une jeune fille se fait poursuivre par des pirates du ciel. Sans déconner, des pirates du ciel quoi, c'est futuriste. Et un mystérieux clan qui veulent mettre la main sur son collier, appelé pierre volante, et qui guiderait vers une île flottante dans le ciel. On remarque l'importance de tout ce qui est flottant dans les animés. Et on ne peut pas s'empêcher de voir dans ce film que toutes les obsessions de Miyazaki sont présentes, à commencer par la cohabitation entre la nature et l'être humain, l'aviation, le danger de la technologie dans les mauvaises mains, l'exploration autre que notre propre terre. Et malgré une esthétique un peu datée, il n'en reste pas moins l'une des plus grandes œuvres du studio, magique, rêveuse, dynamique de A à Z, avec de l'enjeu et qui nous vend du rêve. D'ailleurs, cette musique phare a inspiré nombreux AMV sur la toile. Le Château Ambulant a gagné. Alors honnêtement, je suis bien d'accord, très longtemps ça a été Le Château dans le ciel mon favori, mais dernièrement c'est Le Château Ambulant. Donc voilà, rien d'autre à dire. C'est vrai que c'était une bonne battle.
Prochaine battle, j'ai opposé le voyage de Chihiro à Ponyo sur la falaise parce que pendant que je voyais Chihiro, je me disais oh punaise, elles ont la même tête, elles se ressemblent à quelque chose près. Et puis ce sont des enfants, hein, parce que le voyage de Chihiro c'est un film qui a été fait avec une héroïne de 10 ans. Et Ponyo doit avoir dans les 7, 8, 10 ans, quelque chose comme ça. Donc Chihiro c'était un film que j'ai trouvé ultra glauque quand je l'ai vu la première fois, donc j'avais 10 ans, tout comme l'héroïne. Et au final j'ai vraiment apprécié et visiblement vous aussi vous l'avez apprécié parce que vous étiez beaucoup à me dire que c'était l'un de vos Ghibli préférés. Donc elle a 10 ans, elle va vers sa nouvelle vie avec ses parents, elle déménage et ils cherchent le chemin pour accéder à leur nouvelle maison. Et ils font un petit détour au cours duquel ils décident de faire une petite pause, un peu comme une aire de route. Et là, ses parents se font transformer en porc par la sorcière Yubaba. Et elle va, pour pouvoir inverser le sort, devoir travailler pour cette sorcière dans ses bains publics. Je trouvais qu'il y avait un imaginaire assez dense, assez envoûtant. Par contre, explique-moi c'est quoi cette façon de courir? Quant à Ponyo sur la falaise, Ponyo c'est un poisson magique qui lorsqu'elle fugue de chez son père qui est un sorcier assez sordide, va rencontrer un jeune garçon qui s'appelle Sosuke qui vit avec sa mère. Et débute alors une romance totalement innocente entre ces deux enfants qui va défier toutes les lois de la nature au risque d'anéantir l'humanité. Rien que ça, mais dit comme ça, c'est vrai que ça fait rêver. Et effectivement, je dois reconnaître au niveau du design, au niveau des musiques, que c'est une vraie pépite de l'animation pour les enfants et peut-être un peu moins par contre pour les enfants, mais aussi pour les adultes qui auraient besoin d'un brin de douceur dans leur vie. Alors comme j'ai pu le constater pendant le sondage, il était assez haut placé pour la plupart des membres de la commu, mais j'avoue que malgré ses couleurs chatoyantes, je comprends pas vraiment la hype qu'il y a derrière ce film. Alors peut-être que c'est dû à sa sublime animation en 2D, des personnages attachants, sa douce histoire d'amour entre un enfant de 5 ans et un poisson, mais c'est vrai que c'est une plutôt jolie réussite. Par contre, qui a gagné le voyage de Chihiro? Je pense surtout que c'est la communauté Netflix qui a dû répondre à ce questionnaire, mais je suis tout à fait d'accord avec eux. Alors, en cette prochaine opposition, Pom Poko versus Mon voisin Totoro. Voilà, je trouvais ça assez intéressant parce que c'est deux films que j'ai pas personnellement franchement aimés, qui mettent en scène des animaux qui peuvent parler ou du moins qui vont avoir une incidence sur des humains, et je me suis dit pourquoi pas. Donc Pom Poko de Isao Takahata m'a fait penser un petit peu à Nos voisins les hommes, hein, le dessin animé. Alors Pom Poko c'est un peu étrange parce que c'est une sorte de documentaire mais aussi de fiction animée. Voilà, ça nous parle de ratons laveurs dans une haute vallée de Tokyo qui sont des tanuki, voilà, qui ont une place importante dans la mythologie japonaise à l'instar des kitsune et des renards, et qui vont unir leurs forces pour empêcher la destruction des bois qu'ils occupent, et pour ce faire ils vont apprendre à se transformer en objets, en personnes, pour apeurer les ouvriers sur le chantier. Et là encore, en plus de toucher à la fibre écolo du studio Ghibli, on a quand même une histoire sans gentil et sans méchant, comme c'est le cas en fait dans la vraie vie, hein, c'est jamais tout blanc ou tout noir, puisque les tanuki qui défendent leur terre, on pourrait trouver ça gentil, mais ils sont à la fois méchants car ils tuent des humains. D'ailleurs on a un petit fond politique entre ceux qui essaient de vivre en cohabitation avec ces humains-là et ceux qui veulent à tout prix les tuer. Concernant Mon voisin Totoro, moi j'aime bien l'appeler comme ça, écoutez, c'est deux sœurs et leur père qui déménagent à la campagne pour se rapprocher de la mère qui est hospitalisée. Près de leur nouvelle maison, elles vont découvrir Totoro, qui est l'esprit magique de la forêt voisine. Alors, techniquement, le roi de la forêt, c'est un cerf comme on l'a dans Mononoke. Honnêtement, l'intrigue s'arrête là, parce qu'hormis la fugue de la cadette à la fin, Mon voisin Totoro, c'est assez plat. Il n'y a pas vraiment de choses qui se passent, hein. C'est juste du slice of life avec une apparence assez juvénile, un témoignage assez émouvant et assez nostalgique sur les peurs et les traumatismes de l'enfance. En parlant de traumatisme, le chabus s'il vous plaît, expliquez-moi ce chabus. J'ai peur de prendre le bus depuis que j'ai vu Totoro. Ne m'incendiez pas s'il vous plaît parce que je vous rappelle quand même que c'est votre tome, donc c'est vous qui avez classé. Mais sachez que pour ceux qui n'auraient pas voté sur Instagram, vous pouvez toujours mettre vos Ghibli favoris dans les commentaires. Personnellement, moi je trouvais que c'était un peu comme La Reine des Neiges 2. Il y avait de l'action mais genre 15 minutes avant la fin. Et encore, je suis gentille. Du coup, je comprenais pas pourquoi tout le monde était hypé
Par exemple là dans ce tournoi là, c'est vrai que j'aurais choisi Totoro plus que Pompoko, on est d'accord, comme vous. Mais c'est vrai que après pour la suite du tournoi, je crois que c'était lui qui avait gagné. Et pourtant c'est devenu la mascotte du studio, et même de l'animation tout entière. En fait c'est peut-être moi qui viens juste gâteuse. Ensuite j'ai opposé Le vent se lève de Hayao Miyazaki avec Si tu tends l'oreille de Yoshifumi Kondo. Personnellement je trouvais que c'était un choix ultra compliqué. Mais au final j'étais de votre avis, j'ai choisi Le vent se lève. Alors Le vent se lève, qu'est-ce que c'est? C'est le dernier film de Hayao Miyazaki à ce jour. 2013, ça commence à dater quand même. Et c'est aussi son film le plus intime, il y a vraiment tout ce qu'il aime dedans et il y a énormément d'émotions. Hein. Vous oubliez les grandes épopées magiques. Hein. Le vent se lève qui d'ailleurs tire son titre de vers de Paul Valéry, qui est un poète que j'adore. Le vent se lève, il faut tenter de vivre. D'ailleurs on nous dit dans le film au tout début. C'est un biopic qui est librement inspiré de la vie d'un aviateur japonais qui a véritablement existé, Jiro Horikoshi, qui a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ça permet vraiment à Miyazaki d'assouvir tout ce qu'il aime, déjà l'aviation, et on sent bien qu'il s'est régalé, que c'est sa passion qu'il maîtrise, tout en dressant une peinture nuancée du Japon en temps de guerre. C'est un thème qui a l'air assez prégnant chez lui. Et je vous avoue que pendant le film j'ai carrément pleuré, et je suis pas la seule à aimer parce que moi ok je suis fan de manga, vous allez dire c'est pas subjectif, mais personnellement il a même conquis le documentaliste de mon lycée et plein d'autres personnes qui ne sont pas forcément portées sur le manga et sur l'animation japonaise, à tel point qu'il lui a dédié un coin du CDI, c'est vous dire. Et vous aussi vous étiez 68% à voter en sa faveur. Si tu tends l'oreille était super bien, mais c'est vrai qu'il n'avait aucune chance contre ce film-là en fait. C'est dommage parce que son réalisateur, il avait fait du bon boulot et on pouvait pressentir que ce serait le successeur de Miyazaki, plus que le fils de ce dernier d'ailleurs. Malheureusement, il décède 3 ans après la sortie de ses films d'une rupture d'anévrisme. Là vous voyez l'importance de cette vidéo, c'est que je vous apprends des petites anecdotes sur les studios Ghibli. Enfin bref, on y suit la quête identitaire d'une jeune adolescente passionnée de littérature. Je crois que dans mes souvenirs elle essaye d'écrire un bouquin. Assez complexe comme héroïne, en pleine errance sentimentale et psychologique comme quasiment nous tous pendant l'adolescence. C'est un film vraiment qui pourrait saouler les adultes, donc c'est vraiment adressé même pas aux enfants mais vraiment aux adolescents, aux pré-ados et aux adolescents. J'ai choisi d'opposer Je peux entendre l'océan et Souvenir de Marnie. Donc Je peux entendre l'océan, c'est un téléfilm normalement, pas un film d'animation, puisqu'il a eu qu'un petit budget et il a été réalisé par les personnes les moins entre guillemets douées et expérimentées des studios Ghibli. On y suit une lycéenne de Tokyo qui vient s'établir sur une petite ville qui n'a rien à voir avec l'urbanisation de Tokyo, avec sa mère fraîchement divorcée. Même si c'est une fille parfaite, bonne élève, sympa, elle a quand même du mal à s'intégrer et lors d'un voyage avec sa meilleure amie, elle change à l'aéroport de destination et décide de retourner à Tokyo pour retrouver le reste de sa famille. Et donc la meilleure amie appelle un de ses amis avec qui elle s'était un petit peu liée lors de son arrivée pour tenter de la raisonner. Et donc du coup il va participer à ce voyage, ils vont apprendre à plus se connaître et une jolie histoire va commencer. Mais je dois vous dire que c'est vrai que c'est pas un film non plus oufissime, et que parfois tu as envie de frapper certains personnages tellement qu'ils peuvent être creux, et je pense que c'est peut-être pour ça que vous aviez préféré prendre Souvenir de Marnie. Vous avez voté à 73% en faveur de Souvenir de Marnie, qui est le dernier film en date des studios Ghibli. Il a été créé en 2014 et qui est adapté du roman du même nom et qui nous parle d'une jeune adolescente asthmatique en dépression qui a été adoptée, qui va en vacances à la campagne de manière à se ressourcer. Et c'est là qu'elle va se lier d'amitié avec une jeune fille qui s'appelle Marnie, une fille qui est coincée dans une vieille et grande villa assez intrigante et dont on ne sait pas vraiment si elle existe ou si elle n'existe pas. Et franchement je trouvais que le film était chargé d'énormément d'émotions, malgré une intrigue assez complexe qui nous perd parfois et qui semble tendre vers un petit peu d'homosexualité. Avant une certaine révélation majeure. C'est vrai que ce film n'a pas été compris par beaucoup de monde, mais en tout cas il a été plus apprécié que Si tu peux tendre l'oreille. Ensuite j'ai choisi d'opposer les deux Isao Takahata, à savoir Le Conte de la Princesse Kaguya et Mes voisins les Yamada, parce que même si on ne sait pas qui est le réalisateur, on voit clairement que c'est la même personne qui les a fait. Les Contes de la Princesse Kaguya, c'est avec un dessin épuré et poétique, ça va nous immerger en nous racontant
le conte de la princesse Kaguya. La fin risque de vous arracher une larme si vous l'avez pas vu, même si parfois le film est assez long. Il est impressionnant, il est doux, c'est une claque visuelle, narrative, on a des musiques grandiose, on est immergé sans aucune difficulté, pourtant le dessin est complètement surréaliste, on est vraiment dans un conte en fait, et on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'être malchanceux pour être en dépression, parce que souvent on te dit mais pourquoi t'es malheureux ou malheureuse, t'as tout ce qu'il faut, un toit, tu manges, t'es habillée, enfin voilà. Et en fait non, là on voit une héroïne qui a tout pour elle, elle est belle, elle est intelligente, elle a un toit, après elle devient très riche, elle est accostée par plein d'hommes, elle est parfaite mais justement elle est victime et prise au piège de cette perfection et ça va la mener dans une situation assez triste et ce conte-là était tellement beau. Ça m'a fait plaisir de voir un conte japonais adapté comme ça, enfin c'était un régal. Mes voisins les Yamada, c'est sorti en 99 donc c'est vrai que c'est un petit peu bas de l'avoir opposé à ce film-là. Par sa forme, comme par son fond, on reconnaît bien Isao. Le film, c'est un enchaînement de petites vignettes comiques sur une famille avec un style assez simple. Il dissèque avec précision et sincérité le quotidien d'un foyer, la famille, on s'identifie sans aucun mal avec ce film, mais où est l'humour hein? On l'avait vendu comme étant très drôle et personnellement je n'ai presque pas ri en fait. Un slice of life Eco Plus, après ce n'est que mon avis, mais visiblement vous le partagez puisqu'à 89% vous avez voté pour le conte de la princesse Kaguya. Ensuite, j'ai choisi d'adapter deux petites filles qui s'émancipent, qui prennent leur vie en main. J'ai nommé Kiki la petite sorcière et Arrietty le petit monde des chapardeurs. Je trouvais que c'était une très très bonne opposition. Donc Kiki la petite sorcière est plus encore que mon voisin Totoro, le film pour enfants emblématique des studios Ghibli. Je sais pas pourquoi je dis des, c'est du, mais bon. Beaucoup moins chargé en allégorie, en messages subliminaux, mais il relate de manière très simple et parfois même épique, c'est assez drôle, l'émancipation de Kiki, une jeune sorcière de 13 ans. On est dans une atmosphère douce, bienveillante, on n'a aucune difficulté pour s'imprégner dans l'histoire, se mettre au parfum. Et puis on a aussi le domaine de l'aviation, encore une fois qui est très prégnant, c'est du Miyazaki, ça me semble logique. Ensuite, donc je vous l'ai dit, on avait Arrietty, le petit monde des chapardeurs, qui reprend un mythe qui a été maintes et maintes fois adapté dans la littérature et aussi dans le cinéma, à savoir les petites personnes, les Lilliputiens. Ici, on les appellera les chapardeurs qui vivent dans les murs de nos maisons et empruntent le soir venu des vivres. On va plonger dans la vie de cette petite fille de 5 cm qui va lier une amitié avec un humain d'1,70 m, voilà. Et c'était plutôt pas mal, malgré que je crois que sur internet il était assez mal noté, mais visiblement vous, ça vous a pas dérangé. Ça a été très très serré, hein. Vous avez voté pour Kiki la petite sorcière, mais qu'à 58%. Ensuite, j'ai opposé le tombeau des Lucioles et la colline au coquelicot, donc le tombeau des Lucioles de Isao Takahata. C'était en fait le film où j'ai le plus pleuré de tous les biblis confondus. C'était un des plus tristes films d'ailleurs que j'ai jamais vu de ma vie, hormis celle Kobustaki Musume, le fameux film turc dont tout le monde parle sur Netflix et dont je vous avais parlé dans une vidéo qui s'affiche ici. Bref, avant de vous lancer, vous devez savoir que vous allez pleurer. C'est un chef-d'œuvre. On suit l'histoire tragique d'un jeune garçon et sa très jeune sœur qui vont être livrés à eux-mêmes durant l'été 1945 alors que le Japon subit les fameux bombardements de la part des forces américaines. C'est vraiment un film sur la perte de l'innocence, les plaies ouvertes, le deuil. C'est vraiment à la fois historique et poétique et je vais pas vous dire que vous allez passer un bon moment parce que c'est triste mais waouh, waouh. Ensuite, la colline au coquelicot, je n'en attendais rien au départ quand je l'ai vu la première fois, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs quand on discutait sur les réseaux. C'est le deuxième film de Goro Miyazaki, le fils donc du grand Hayao Miyazaki. Ça revient au niveau du Japon des Jeux Olympiques de 1964, donc c'était plutôt pas mal. C'est une poignée d'étudiants qui vont s'unir pour préserver un ensemble de vieux bâtiments qui voulaient être détruits pour créer de nouvelles infrastructures et clairement le quartier latin était juste tout simplement splendide, très réaliste, t'avais envie d'aller dedans. Et puis je dois dire ce film là s'il vous plaît, le nombre de personnages qui sont dessinés par plan. Je trouve on perd ça au jour d'aujourd'hui dans l'animation japonaise. On dessine nos persos principaux mais derrière les autres persos, les figurants, on fait aucun effort et là vraiment tout était parfait, rien n'était laissé au hasard. Donc ce film est intéressant par son contexte historique, bien que je vous le concède, c'est pas la Seconde Guerre mondiale, hein, mais parfois on est un peu trop plongé dans le mélodrame adolescent. Malgré tout, on passe un très très bon moment. Ce film
Ce film est prenant, on a des messages forts, notamment de solidarité, du fait qu'on peut faire plein de choses du moment qu'on s'unit, qu'on est ensemble. Et d'ailleurs, c'est ce film-là qui a donné envie à ma maman de revoir tous les Ghibli alors que l'animation japonaise, elle avait abandonné ça. Puis cette musique, elle a fleuri la fleur blanche autrefois. Très loin là-bas, un jour dans mon beau pays. la chair de poule. Je pense qu'il y a quelques années, les gens auraient voté pour La Colline de Coquelicot, mais là, avec 75%, c'est Le Tombeau des Lucioles qui remporte. Princesse Mononoke et les contes Terre et Mer, car pour moi, ce sont deux de mes préférés. Mais je n'imaginais pas qu'en vérité, la plupart des gens n'aimaient pas les contes de Terre et Mer. Et là, à l'unanimité, vraiment 92%, vous avez voté pour Princesse Mononoke. Alors moi aussi, j'aurais choisi Princesse Mononoke, mais voilà, je m'attendais pas qu'il y ait autant de pourcentage, je pensais que ce serait plus serré. Donc Princesse Mononoke, ça se déroule au 15e siècle, ça relate l'histoire de Ashitaka, et c'est rare que dans un film Ghibli, j'aime autant un prénom, Ashitaka, je trouve ça trop beau, qui est prince de la tribu des Emishi, qui va un jour se retrouver maudit suite à un combat avec un démon. Il va devoir quitter son village pour comprendre la cause de la colère de la nature, rencontrer les esprits de la forêt, essayer de sauver tout le monde. Il faut savoir que c'est le Ghibli favori de tous les Japonais et que c'est dans quasiment tous les classements du monde, il est premier ou deuxième. Voilà, c'est un des plus aimés. Ici, c'est vrai que c'est un melting pot de tous les thèmes chers à Miyazaki, dichotomie entre humanité et animalité, entre monde civilisé et entre nature, la crise environnementale, l'avidité des êtres humains. Et bref, Mononoke, ça nous coupe le souffle tout simplement grâce à sa mythologie incroyable et son histoire sans limite. En plus, encore une fois, il n'y a pas de gentils, il n'y a pas de méchants, simplement deux parties qui tentent de coopérer mais qui n'y arrivent pas forcément face à une grande menace. Quant au conte Terre et Mer, justement, c'est la première réalisation de Goro Miyazaki, le fils de Hayao Miyazaki. J'arrive jamais à prononcer leur nom. Bref, il adapte le livre la saga d'Ursula Le Guin, voilà, que je n'ai pas lu personnellement, mais maintenant que je suis au courant de ça, il faudra que je me les procure. À Terre-Mer, le prince Arène quitte en trombe son royaume, son château, car il vient de commettre un parricide, il a tué son père. Je sais pas vraiment pourquoi il l'a tué, surtout que son père avait l'air plutôt cool. Bref, on n'a pas vraiment d'infos. Le truc, c'est que lors de sa fuite, il va rencontrer un magicien, etc., une jeune fille, et c'est ça le principe de l'histoire, qu'est-ce qui va lui arriver en fait suite à ça. Si l'histoire s'ouvre sur un parricide, on sent bien que le fils de son père est grandement influencé par les grandes œuvres de fantasy, Le Seigneur des Anneaux par exemple, pour ne citer qu'elle. Ensuite, il y avait Porco Rosso que j'ai choisi d'opposer à Souvenir goutte à goutte. Et là, ça a été très serré. Je ne pensais pas. Alors personnellement, j'ai choisi Souvenir goutte à goutte et je pensais qu'il aurait beaucoup plus de points que Porco Rosso. Pourtant, c'est Porco Rosso qui a gagné avec 51% et c'était très serré. Donc je me suis dit, waouh, je suis choquée. Porco Rosso, c'est le film le plus sous-estimé de Miyazaki. Tous les réalisateurs ont un film qui a été sous-estimé et un film qui a été surcoté. C'est pareil partout. Mais ce vaudeville aérien nous parle d'un cochon qui est pilote réputé dans l'Italie de l'entre-deux-guerres. Et donc Miyazaki va déjà nous parler de l'aviation parce qu'il adore ça, hein, et puis il s'y connaît super bien. Et en même temps, il va nous parler de l'Italie. J'ai remarqué que l'Italie était un pays qui était beaucoup apprécié avec la France par les Japonais. D'apparence légère, il faut savoir que ce film-là, c'est bien plus que ça. C'est un long métrage qui dénonce à la fois l'horreur de la guerre passée, puisqu'on est entre les deux guerres, hein, et notamment à l'aide d'une scène onirique assez merveilleuse, hein, vraiment tous les avions partout, on sent le vent dans les pales, c'était très épique, très grandiose. Et la montée du fascisme en Italie. Souvenir goutte à goutte, c'est pas le plus accessible des Ghibli, hein, voilà, si t'es petite, tu vas pas forcément le comprendre ou trouver l'utilité, mais ça nous montre les émotions du passage à l'âge adulte, l'introspection, la nostalgie de l'enfance. En effet, en fait, on va divaguer tout au long du film entre la vie d'une jeune femme dans les années 80, alors qu'elle s'apprête à passer quelque temps à la campagne, et ses souvenirs d'enfance lorsqu'elle avait 10 ans dans les années 60, début des années 70. Voilà. Donc c'est un témoignage sur l'enfant. Pure slice of life, chaleureux, réaliste. Tellement réaliste que pendant 5 minutes on nous montre des personnages qui graillent en ananas. Ensuite, j'ai opposé Le Royaume des Chats à Nausicaa de la Vallée du Vent avec 55% en faveur du Royaume des Chats. Je n'ai pas compris. C'est une aventure un petit
peu bizarre, hein, sur un mariage arrangé entre un prince chat et une adolescente humaine. Alors pas de panique, hein, c'est pas de la zoophilie, c'est pas une ode à la zoophilie, mais c'est une œuvre quoique un peu simpliste, pleine de bonne attention. Par contre, moi qui aime les chats, je ne vois plus du tout la même manière. Nausicaa, la vallée du vent, comme je vous l'ai dit, qui a perdu, je ne comprends pas, parce que sur une terre ravagée par la folie des hommes, seule une poignée d'humains ont survécu, et face à la forêt toxique qui prend de l'ampleur, ils attendent le salut que pourrait leur procurer la fameuse princesse Nausicaa, qui peut communiquer avec tous les êtres vivants. Et je crois que c'était le seul film qui a été créé juste avant la création officielle de Ghibli, qui était vraiment une ode à la nature, comme Princesse Mononoke le fera plus tard, et qui prône la cohabitation entre la faune, la flore et notre civilisation, et il était juste tout bonnement sublime ici. Donc là on a fini avec la présentation de ces dilemmes. Donc rappelez-vous, le château ambulant avait gagné. Je l'oppose désormais au voyage de Chihiro. Et qui a gagné? Contre toute attente, le voyage de Chihiro. C'est pas ce que j'aurais pensé, mais c'est vrai que Chihiro avait explosé en salle. Ensuite, le vent se lève contre le tombeau des Lucioles. Personnellement, j'aurais pris le vent se lève, je suis absolument pas d'accord avec vous, mais après c'est votre avis, c'est votre vidéo. Donc c'est le tombeau des Lucioles qui a gagné. Mon voisin Totoro versus Porco Rosso, ça m'étonne pas, c'était cadeau Totoro. C'est vrai, moi aussi pour le coup j'aurais mis Totoro. Ensuite, Princesse Mononoke versus Conte de la Princesse Kaguya. Les deux étaient très beaux, mais c'est sûr que c'est Princesse Mononoke. Souvenir de Marnie versus Kiki la petite sorcière. Pour moi c'était compliqué, mais j'ai été relativement d'accord avec vous et j'ai voté pour Kiki la petite sorcière. Alors, le royaume des chats versus mon voisin Totoro. Vous avez tous dit mon voisin Totoro. Dans un sens, je vous comprends, mais dans l'autre, personnellement, je vous ai pas du tout suivi. Kiki versus Mononoke. Mononoke qui a gagné, c'est logique. Le tombeau des Lucioles versus Château ambulant, c'est compliqué, mais là je vous ai pas du tout suivi, j'ai pas compris pourquoi vous avez voté le tombeau des Lucioles, en même temps c'était très serré. Mon voisin Totoro versus Mononoke, on est tous d'accord, Mononoke, par contre là je comprends pas à quel point c'était serré. Mon voisin Totoro versus le tombeau des Lucioles, c'est Totoro qui gagne, personnellement j'étais pas vraiment d'accord. Ensuite le tombeau des Lucioles versus Mononoke, c'est Mononoke qui a gagné, encore heureux les amis. Versus Arrietty, c'est Arrietty qui a gagné. Tu peux entendre la mer versus Souvenir goutte à goutte, c'est Souvenir goutte à goutte. Yamada versus Pompoko, c'est Pompoko qui a gagné. Nausicaa versus Conte Terre et Mer. Alors personnellement je préfère Terre et Mer, mais c'est vrai que je comprends votre point de vue concernant Nausicaa, et c'est Nausicaa d'ailleurs qui a gagné. Ensuite, Si tu t'enlèves versus Colline au Coquelicot. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Vous avez voté pour la Colline au Coquelicot. Ensuite, le château dans le ciel versus Porco Rosso. On est d'accord, le château dans le ciel, quasiment l'unanimité. Le vent se lève versus le conte de la princesse Kaguya. Compliqué, mais je dirais le vent se lève et on a mis la même chose. Souvenir de Marnie versus voyage de Chihiro. Chihiro gagne avec 87%. Compliqué, hein. Avant-dernier tour. Souvenir de Marnie versus Kaguya, vous avez voté pour Marnie. Tu peux entendre la mer, vous avez voté versus Pogno, vous avez voté Pogno. Conte Terre et Mer versus Si tu t'enverrais, vous avez voté Conte Terre et Mer. C'est bien. Votre top 4, c'est 1. Princesse Mononoke, ça m'étonne pas. 2. Totoro, ça m'étonne pas même si je suis pas d'accord. 3. Le tombeau des Lucioles, surtout la dernière génération, celle qui regarde Netflix et tout. Vous avez tous voté pour ça, ça m'étonne pas du tout. Et 4e, le château ambulant, encore heureux qu'il soit dans le top 4, hein, moi je vous le dis. C'est plutôt pas mal. Je vous affiche à l'écran le résultat de la tier list. Et si on relie tout ça. Alors, j'ai pris ma petite feuille, parce que si vous voyez toutes les battles, je les ai notées en fait sur cette feuille, c'est n'importe quoi. Bref. 1. Mononoke, 2. Totoro, 3. Tombeau des Lucioles, 4. Château ambulant, 5. Kiki la petite sorcière, 6. Royaume des chats, 7. Chihiro, 8. Le vent se lève, 9. Marnie, 10. Kaguya, 11. Château dans le ciel, 12. Porco Rosso, 13. Nausicaa, 14. Arrietty, 15. Pompoko, 16. Souvenir goutte à goutte, 17. Coquelicot, 18. Si tu t'enlèves, 19. Pogno, 20. Terre et Mer, Conte Terre et Mer, 21, tu peux entendre l'océan, ou je peux entendre la mer, c'est pareil, et 22, les voisins de Yamada.
Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner et à partager. Si tu veux d'autres vidéos qui se basent sur ton avis, n'hésite pas à le dire en commentaire, à donner des idées, etc. Ciao.